Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va répondre à un sujet qui est problématique pour notamment des femmes qui veulent se danser dans le domaine artistique, qui est comment gagner sa vie et bien gagner sa vie, la gagner très correctement et avoir une activité prospère pour pouvoir vivre de son art. En effet, il y a pas mal de personnes qui opposent art et argent et qui ne pensent pas pouvoir vivre correctement de leur activité artistique. Et c'est quelque chose qu'on va faire à deux voix avec Alexandra que j'accueille aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Ophélie, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de parler avec toi aujourd'hui sur ce sujet qui me tient à cœur. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à télécharger le bonus que vous trouvez dans la description, qui est les 6 secrets pour devenir libre financièrement. Alors, Alexandra, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel était ton parcours et comment tu as déployé ton activité artistique? Alors en fait, dans mon cas, ça a été un peu une succession de crises. Comme souvent, les crises apportent des opportunités si on sait les voir. Donc il y a déjà 17 ans, j'ai quitté Paris et une vie confortable de cadre dans une entreprise, dans une multinationale, pour venir vivre en Espagne. Donc ça, c'était une première crise. J'ai perdu mon travail parce que les valeurs de l'entreprise ne correspondaient plus du tout aux miennes. Donc, en fait, je suis partie et j'ai décidé de faire le grand saut, de vivre mon rêve d'aller vivre en Espagne. Je me suis installée en Espagne. Et ensuite, en Espagne, j'ai fait toutes sortes de différents jobs. À un moment donné, j'avais deux mi-temps. J'en ai perdu un. Et plutôt que de me lamenter sur mon sort, j'ai commencé à peindre. J'avais toujours peint depuis toute petite, etc., mais de façon un petit peu sporadique. Et donc là, je me suis dit, bon, c'est l'occasion. J'ai un mi-temps de disponible devant moi, je vais peindre à fond. Et puis quelques années plus tard, donc en 2020, avec le Covid, j'ai perdu le deuxième mi-temps qui me restait, en fait. Et là, c'était un deuxième saut, quoi, de dire, bon, je passe à plein temps sur l'art, qui est ma passion, qui est ma vocation. Donc voilà, c'était un peu le fait de rebondir sur des crises et puis de dire, bon, je me lance, j'ai rien à perdre, donc je vais faire vraiment ce que j'aime et ce qui fait sens pour moi. Donc ça fait déjà quelques années que je suis artiste à plein temps et que j'en vis. Donc tu as pris conscience que tu n'avais rien à perdre et tout à gagner et qu'on pouvait vivre de sa passion et notamment de sa passion artistique et en faire une activité économique. Quelles sont les croyances limitantes justement que tu as eues au moment de switcher et de te dire: «Ah bah, oui, en fait, ça peut être aussi mon gagne-pain et il faut que je développe des manières créatives, de monétiser mes compétences artistiques»? Il y a plein de croyances limitantes en fait par rapport à ça et l'une d'elles qui fait beaucoup de dommages, je crois, c'est que de penser que l'argent, c'est quelque chose d'un peu bas, d'un peu indigne, d'un peu sale, que ça n'a rien à voir avec la noblesse et la beauté de l'art, que ce sont des choses incompatibles. Il y a cette pensée un peu romantique que les artistes sont plus créatifs ou vont faire des plus belles choses s'ils sont morts de faim. C'est un mythe qui a été pas mal entretenu dans l'histoire de l'art et par la société, dont il faut absolument se débarrasser, quoi. C'est une activité comme une autre. Elle a des particularités, mais bon, c'est absolument pas incompatible avec le fait de gagner de l'argent et on n'est pas moins créatif quand on gagne sa vie. Oui, alors moi, véritablement, les activités, artistiques, c'est là où je vois le plus de personnes qui ont des blocages liés et des croyances limitantes qui sont liées à l'argent et notamment, il y a un profil psychologique, sur ce qu'on appelle la psychologie de l'argent qui est le repousseur ou la repousseuse et à chaque fois, les illustrations qu'on donne, c'est des artistes connus. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a aussi une difficulté, je pense, à gagner de l'argent pour faire quelque chose qu'on aime tellement, quoi. Quelque chose qu'on a tellement de plaisir à faire. C'est notre vocation, c'est notre passion. Quand on est dans un atelier à peindre ou à sculpter, ou j'imagine un chanteur à composer ses chansons, etc. On a tellement de plaisir, on est tellement dans une bulle agréable que on se dit, bah, je peux bien faire ça gratuitement, quoi. J'aime tellement ça que je vais le faire gratuitement. Donc, là aussi, il y a un travail sur soi à faire pour valoriser ce qu'on fait, quoi. Et dire, ce que je fais, ça a une valeur. Tout le monde ne le fait pas. Il y a plein de gens qui ne le font pas. De fait, c'est une minorité, en fait, qui décide de faire ça, d'en faire sa vie.
Et comme n'importe quelle activité, ça mérite rétribution. En plus, c'est quelque chose qui apporte énormément à la société. Donc, on ne pourrait pas vivre sans art. En fait, la société, sans art, elle serait beaucoup plus pauvre et beaucoup plus ennuyeuse. Donc, il faut valoriser ce qu'on fait et ça mérite une rétribution, quoi. Ne pas hésiter à la réclamer, cette rétribution. C'est amusant parce que dernièrement, je lisais justement là une étude qui est sortie sur l'évolution des métiers et notamment, quels seront nos besoins demain et qui disait que justement avec, on a eu la révolution industrielle, on a internet qui a révolutionné les télécommunications, puis là on a les intelligences artificielles qui sont en train de révolutionner les métiers de service et que demain et bien finalement on aura besoin, de prendre soin les uns les autres, d'avoir des gens qui seront des véritables, penseurs, des véritables intellectuels, ce que les IA ne pourront pas faire et qu'on aurait besoin d'artistes, de gens qui nous font rêver et de créatifs, puisque les intelligences artificielles ne pourront jamais rêver. Non, ni avoir une conscience. C'est sûr, il y a aussi une crainte par rapport à ça, par l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais moi je pense que les créatifs, on n'a pas tellement à redouter ça, quoi. Parce que l'art, la création artistique, c'est beaucoup plus qu'une technique, hein. C'est évidemment, c'est mettre son âme, ses inquiétudes, sa personnalité, ton expérience de vie. C'est tout ça que tu transmets dans ta création artistique. Donc, ça, une intelligence artificielle, évidemment, elle peut faire semblant, mais elle n'y arrivera pas. Du coup, quelles sont les manières créatives de gagner sa vie et de la gagner correctement et d'avoir une belle prospérité dans son activité artistique que toi, tu as pu développer ou que tu as vu chez d'autres? En fait, ce que je vois, c'est qu'il faut absolument avoir plusieurs sources de revenus, quoi. Penser qu'on va vivre uniquement en vendant des œuvres originales, c'est un peu utopique. Il y a évidemment des artistes qui y arrivent, et il y en a beaucoup, mais ce n'est pas la majorité. En général, on fait un mix de différentes sources de revenus. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, comme j'imagine tu recommandes aussi, toi, en matière d'investissement durable et de prospérité, quoi. C'est plus jouable si on mélange un peu les sources de revenus. Donc, évidemment, le principal, c'est vendre des œuvres originales. En plus, c'est ça qui a le plus de valeur ajoutée, ce qui est le plus recherché. Mais à côté de ça, je pense qu'il faut avoir d'autres activités. Enfin, en tout cas, c'est mon cas, quoi. Je vends aussi des reproductions. Donc, il faut avoir évidemment des très bonnes photographies de ces œuvres. Ça, c'est un truc que beaucoup d'artistes ne font pas. Ils ne les photographient pas ou ils font des photos très insuffisantes, ce qui les empêche après de vendre une deuxième fois, en fait, ou une troisième fois, ou une dixième fois leur œuvre, parce qu'on garde toujours les droits d'auteur. Même si on vend l'original, l'artiste il garde toujours les droits d'auteur. Donc après, il a le droit de reproduire son œuvre sur toutes sortes de supports. Il y a les reproductions sur papier, en œuvre limitée ou en édition limitée ou en édition ouverte. Moi, je reproduis mes œuvres aussi sur toutes sortes de supports, des tasses, des tapis de souris, des foulards, j'ai une ligne de vêtements aussi avec mes œuvres, parce que mes œuvres, elles s'y prêtent. Et on peut aussi organiser des cours de peinture, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Et là, c'est infini, en fait, la quantité de cours qu'on peut donner. On peut aussi les donner online, on peut les donner sur YouTube, on peut créer des tutoriels sur YouTube, simplement se filmer et expliquer ce qu'on est en train de faire. Et si on a suffisamment de vues, si on le fait assez bien, au bout d'un moment, on peut monétiser sur YouTube. On peut peindre en live, dans des événements, dans des soirées, dans des activités de team building. On peut animer des ateliers de créativité, de faire peindre les gens ensemble, par exemple, les motiver sur une œuvre en commun. On peut vendre des NFT. On parlait avant des nouvelles technologies. Bon, ce n'est pas ma spécialité, mais il y a des gens qui vivent de ça, parce qu'il y a un marché, il y a des collectionneurs qui achètent des NFT. Donc, c'est comme tout, en fait. Si on s'y met, il faut s'y mettre à fond. On ne peut pas le faire sporadiquement et dire, bon, je vais faire une NFT tous les 6 mois, ou je vais faire un petit cours de peinture tous les 6 mois. Il faut s'y mettre à fond et puis il faut se rendre visible. Il faut beaucoup travailler la visibilité, quoi.
Oui, alors Il y ça, a une c'est ch c'est quelque chose qui pêche beaucoup, hein, moi je le vois dans les activités artistiques. Il y a pourtant normalement les artistes sont des gens qui, sont là pour porter aux yeux des autres, ce qu'ils créent, mais je vois beaucoup de personnes qui ont des plafonds de verre de visibilité monumentaux. Absolument, ouais, ouais, c'est ce qui pêche. Il y a aussi une croyance, limitante, qui est de croire que l'œuvre, elle se suffit à elle-même et qu'elle va parler d'elle-même et que, bon, il suffit de la produire et puis peut-être de la montrer une fois en photo quelque part pour que ce soit suffisant. Mais en fait, non, il faut, se montrer soi-même, de nombreuses fois. Il faut être un peu partout sur toutes les plateformes. Tu connais certainement la règle de marketing des 7 fois. On dit que pour qu'un client, un consommateur, retienne un peu ton produit, commence à y penser, il faut qu'il l'ait vu au moins 7 fois. Donc, il ne faut pas hésiter à se montrer, à publier, à se répéter, et cetera. Et dans l'art, il y a une particularité, c'est que les acheteurs, ils achètent pas seulement l'œuvre, ils achètent largement autant l'artiste avec son histoire, son parcours, sa personnalité. C'est ça qui les intéresse en fait, c'est le tout, quoi. C'est pas seulement l'œuvre. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans ce qu'on produit, c'est notre histoire, c'est notre personne, c'est pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on peint comme ci, comme ça, qu'est-ce qu'on veut raconter, quel est notre message. Donc ça, il faut absolument le transmettre, que ce soit dans des expositions, que ce soit dans des événements, que ce soit dans la presse, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans des activités où on rencontre des gens, donner des conférences, etc. Il faut absolument se montrer. Et c'est la beauté de l'art aussi, c'est le partage. C'est pas d'être seulement enfermé dans son atelier avec ses pots de peinture. Et je pense que s'il n'y a pas cette deuxième phase d'exposition et de rencontre publique, on perd beaucoup, beaucoup de choses quoi, par rapport à l'art. L'art en soi, c'est pas suffisant à mon avis. Ce qui est la beauté de l'art, c'est la connexion humaine que ça crée quoi, dans la société, la réflexion que ça peut créer, les débats, les rencontres. C'est ça qui est intéressant. Donc, pour vendre son art, pour en vivre, il faut absolument passer par cette phase de rencontre, d'exposition, de visibilité. Et Oui. comme tu dis, il y a beaucoup d'artistes qui sont introvertis, mais c'est pas grave. Il C'est pas faut oser, il faut et passer pour la au-delà. plupart, naturellement, on l'est, hein. En fait, toi aussi, tu as monté une activité sur le web, c'était mon cas. C'est difficile, hein, les premières fois, les premières photos, les premières vidéos, d'aller vers les autres. On en passe tous par la même chose, hein. On a tous un plafond de verre de visibilité naturellement. Alors moi, j'aime bien Absolument. dire que je pense qu'il est lié à la lecture à voix haute à l'école où on se sentait jugé, quand il fallait prendre la parole devant les autres et on a du mal à s'autoriser à être nous-mêmes, et de se mettre en visibilité. Alors parfois aussi, c'est parce qu'on a peur de manquer d'humilité, mais à partir du moment où quelque part on a une activité économique, c'est important de la faire connaître aux autres. Les autres vont pas venir nous chercher chez nous, et d'autant plus dans notre atelier quand on est artiste. Absolument, je pense que c'est une question aussi de service, quoi, de se mettre au service des autres, de faire cet effort de visibilité et d'aller à l'encontre et de montrer sa vulnérabilité, etc. En fait, c'est se mettre au service des autres et de leur proposer cet art dont finalement ils ont besoin. On voit bien, on l'a bien vu pendant le Covid, ce qui a tenu les gens, ce qui a motivé les gens, en grande partie, ce sont les arts et les activités culturelles, quoi. C'était la musique, c'était la peinture, c'était le cinéma, donc on en a besoin de l'art. Les gens en ont besoin. Dans toutes les maisons, il y a des tableaux, il y a des reproductions d'art, mais donc il faut aller leur apporter cette offre, leur montrer ce qui est disponible et leur donner l'opportunité d'acquérir des œuvres ou des expériences artistiques. C'est une question de service. Je pense qu'il faut changer un peu le cheap quand on pense à vendre de l'art. Il faut se dire, en fait, j'offre quelque chose, je me mets au service et puis je communique, je fais des rencontres, je me mets au service des autres et je dépasse mes peurs, je dépasse ma vulnérabilité, ma timidité, etc. Parce que ce que je fais, c'est tellement important et ça va tellement faire du bien aux autres que je fais cet effort, quoi. Et toi-même, via tes œuvres, tu communiques des émotions positives aux personnes qui, justement, sont mis face à ta créativité? Exactement, moi je crée des œuvres abstraites, donc chaque spectateur, chaque acheteur est libre d'interpréter comme il veut. Mais ce sont des œuvres avec des grandes formes organiques, très colorées, des couleurs très, très vibrantes, très optimistes, très, très fortes,
Moi, j'essaye de provoquer ce sentiment de joie, de force, d'abondance, d'espoir. Je trouve qu'il y a assez de difficultés dans le monde et assez de gris et assez de choses tristes, pour en rajouter. Même si j'admire et j'apprécie aussi les artistes qui questionnent le monde, qui dénoncent des choses, qui montrent des choses qui ne sont pas forcément agréables. Ça, j'apprécie également cet aspect de l'art. Mais moi, en ce qui me concerne, je cherche à transmettre des sensations de gaieté, de positivité, et j'essaie d'élever, en fait, l'âme. Moi, je trouve que l'art, il a une fonction d'élévation de l'âme, de nous rendre plus heureux, plus humains, plus haut. Donc, c'est ça que j'essaie de faire. Et puis, justement, bah, on parlait de vivre correctement de son activité. La vente, c'est avant tout un transfert d'enthousiasme, hein. Généralement, on va vers quelque chose qui nous porte et nous fait vivre quelque chose de positif. Tout à fait. Donc, c'est ça qu'il faut transmettre au spectateur, enfin, au client ou à l'acheteur. Et c'est ça qu'on lui transmet et c'est ça qu'il va avoir chez lui, quoi. Donc c'est quand même, quelque chose, d'extraordinaire d'avoir une œuvre unique chez toi qui va te faire vibrer tous les jours quand tu vas la regarder. Il faut bien prendre, la mesure de ce que ça vaut, quoi. Ça n'a rien à voir une œuvre originale chez soi, par rapport à un meuble IKEA, qui a été multiplié par, des milliers que tout le monde a chez soi. Donc il faut bien prendre en compte la valeur de ce qu'on offre. Pour conclure, quels pourraient être, toi, les meilleurs conseils, que tu pourrais donner à une femme justement qui a décidé de switcher, on va dire d'une activité salariale un peu classique, vers le fait de vivre et bah, de vivre correctement, de son activité, artistique? Alors il y a plein de choses à faire, il y a plein de conseils, mais la 1re chose à faire, je dirais, c'est de le prendre, sérieusement et de peindre énormément ou de sculpter ou de composer, enfin ça dépend de sa spécialité. Mais il faut y passer vraiment des milliers d'heures. Donc, il faut protéger son temps créatif. Si on n'a pas beaucoup de temps, il faut absolument le mettre dans l'agenda, le protéger, le bloquer, peut-être renoncer à certaines autres choses, parce que finalement, on trouve toujours du temps pour regarder Netflix, on trouve toujours du temps pour regarder Instagram. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas trouver au moins 2 heures ou 4 heures par semaine pour peindre et faire ce qu'on aime. Donc, la première chose à faire, c'est de pratiquer énormément et de protéger son temps créatif et de le prendre au sérieux. Ensuite, je dirais qu'il faut, oser être soi-même et ne pas copier. En fait, c'est complètement contre-productif, de copier, de dire: «Tiens, cet artiste, il marche bien, elle marche bien, ce qu'elle fait, ça se vend bien, donc je vais faire pareil, je vais copier». Ça marche pas du tout, quoi. Ce que recherchent les acheteurs, c'est l'authenticité, c'est l'originalité, c'est, notre personnalité, donc et c'est ça qui doit transparaître dans l'œuvre. Donc il faut absolument être, original. Et peu à peu, s'améliorer et arriver à trouver un style vraiment personnel avec un message personnel. Ensuite, je dirais qu'il faut avoir une attitude, professionnelle. C'est-à-dire qu'il faut investir, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est comme dans toute, activité sérieuse ou, avec un côté, entrepreneurial, il faut investir. Il faut investir dans sa formation. Même si on n'a pas fait les beaux-arts, c'est indispensable d'avoir fait les beaux-arts, mais si on n'a pas fait les beaux-arts, il faut investir constamment dans les formations. Investir dans les photos professionnelles et il faut investir, aussi dans du bon matériel. On ne peut pas, faire un tableau de qualité avec de la peinture et des pigments qui sont mauvais, qui vont s'effacer au bout d'1 ou 2 ans, qui vont pas être assez puissants, assez brillants, quoi. Hem et je pense aussi qu'il faut s'organiser. Il faut, avoir, un système de classement de ses œuvres. Il faut organiser ses objectifs, il faut, être professionnel au niveau du stockage, bien organiser son stockage, et cetera. Enfin, il faut prendre au sérieux, quoi. Il y a une erreur aussi, pardon, ça me vient à l'esprit comme ça, il y a une erreur que font souvent les artistes, c'est et ça revient aux croyances limitantes, c'est de penser que si on vend pas cher, si on baisse les prix, on va vendre plus. Donc il faut avoir une réflexion quand même sur les prix. Et dire que non, c'est pas parce qu'on va mettre les prix pas cher qu'on va vendre plus. Au contraire même, on va donner une impression de bon marché et de mauvaise qualité. Donc ça, c'est pas bon et il faut jamais baisser les prix.
Parce que sinon, un acheteur qui aurait acheté une œuvre 1 ou 2 ans auparavant, s'il s'aperçoit que 2 ans plus tard, notre, notre travail, on le vend pour moins cher, il ne va pas être très content. Donc, il ne faut jamais baisser les prix. Il faut les augmenter très progressivement, mais il faut toujours les augmenter un petit peu. Et il faut, quand on, au moment de mettre les prix, il faut toujours mettre un petit peu plus cher que ce qu'on croit, quoi. Il faut avoir un petit peu de vertige, de dire ouh là là, ça c'est un petit peu cher, quoi. Ouh là là, ça c'est. Je sais pas si je vais pouvoir défendre ce prix. Bon, il faut que ça nous fasse un petit peu peur, mais il faut y aller quand même, quoi. Il faut toujours vendre un petit peu plus cher que ce qu'on pense. Et ça, il y a un aspect très, très psychologique, hein, sur les prix, ça, les personnes qui démarrent pensent toutes qu'il il faut vendre pas cher pour, avoir des clients ou des clientes «en face» entre guillemets et c'est exactement le contraire qui se passe parce que la perception de la valeur, fait que, de toute façon, quelqu'un qui, n'était pas parti pour mettre 1 € pour acheter quelque chose ne sera pas plus parti pour mettre 10 ou 15 € pour le faire. Par contre, quelqu'un qui avait envie, voilà, d'acquérir une œuvre et qui se sent ému par quelque chose que vous pourriez proposer, sera prêt à le faire quelque part, quel que soit le prix, bien sûr, dans une certaine mesure, dans une certaine fourchette. Donc là, il faut réfléchir des gammes de prix plutôt, c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Mais vendre pas cher ne vous aidera pas, d'autant plus que vous êtes sur des activités où vous ne vendrez généralement pas à la hauteur du temps que vous mettez pour créer votre œuvre. On n'échange pas du temps contre de l'argent, quoi. C'est complètement indépendant du temps qu'on y passe. Ça, on peut être très rapide et vendre une œuvre très chère, ou on peut être très minutieux et y passer beaucoup d'heures, etc. Mais ça, il faut dissocier la valeur de l'œuvre et du temps qu'on y passe. Oui et sachant que sur Euh, le marché de l'art, il y a beaucoup de personnes qui vont, au contraire aller chercher des œuvres parce qu'elles sont cotées, qu'elles sont «assez chères» entre guillemets, hein. J'en parlais là avec quelqu'un qui était, spécialisé là sur le marché de l'art il y a pas très, très longtemps et qui me disait: «Bah, moi j'ai essentiellement des clients ou des clientes qui, ne vont jamais justement acheter quelque chose qui n'est pas cher, qui vont aller acheter, des œuvres pour les stocker, parce qu'il y a un marché là-dessus, qui est un marché de personnes qui achètent ça, comme un investissement, qui va se valoriser dans le temps». Tout à fait, il y a une partie des acheteurs qui sont des investisseurs, mais il y a aussi une partie des acheteurs qui sont simplement des amateurs avertis. Et par exemple, si une œuvre est en dessous de 1 000 €, ils ne vont même pas la regarder, quoi. Je ne veux pas dire par là qu'il faut mettre toutes ces œuvres à 1 000 €, parce qu'il faut aussi voir ce qui se fait sur le marché. Il faut s'aligner un peu sur des artistes qui ont une trajectoire similaire, qui ont une production à peu près similaire. Il faut être intelligent, quoi. Il ne faut pas mettre des prix délirants si notre œuvre ne les vaut pas. Il ne faut pas les sous-estimer. Et comme tu disais aussi quand tu parlais de gamme de prix, je pense que c'est intéressant aussi d'offrir plusieurs prix. Avoir des choses, des grands formats, des choses assez chères, évidemment, et des pièces uniques. Et puis d'avoir aussi des plus petits formats ou des choses sur papier, ou des reproductions en édition ouverte, des choses qui sont à différentes gammes de prix, quoi. Tout le monde n'est pas disposé à dépenser 1 000 €, 500 € dans une œuvre, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent dépenser 100, 200 € dans quelque chose parce qu'ils ont envie de l'avoir chez lui. Ça leur permet d'accéder au marché de l'art, de vous connaître, et peu à peu, à un moment donné, ils auront envie d'avoir une œuvre originale et feront ce qu'il faut. Une chose qu'on peut faire, c'est offrir des facilités de paiement, offrir de payer en plusieurs fois, etc. Il ne faut jamais dévaloriser l'œuvre, il ne faut jamais dévaloriser son travail, il ne faut jamais offrir des œuvres pour une bouchée de pain. Ça, c'est vraiment ne pas se rendre service ni à soi-même, ni aux autres. Ça, c'est vraiment la chose à éviter, quoi. Et puis comme tu le disais, il y a des manières créatives de proposer, des choses qui, vont avoir un retour un retour, monétaire pour vous, de manière un peu plus créative que sont, comme tu disais, les stages, des cours en ligne, voilà, des partenariats avec des marques ou des choses comme ça, sur des choses qui pourraient développer. Il y a aussi la piste des entreprises, il y a des fois les cadeaux d'affaires, il y a le fait de pouvoir exposer, dans des événementiels d'entreprise. Il y a même des boîtes qui, aujourd'hui, proposent à la location pour des entreprises des œuvres d'art, dans leur hall. Il y a le 1% culture, il y a différentes choses en fait auxquelles la plupart des artistes ne pensent pas par méconnaissance, mais qui permettent justement le tout cumulé d'avoir une activité économique prospère. Tout à fait, ouais. Il y a aussi la peinture de fresques murales, que ce soit pour les commerces,
les boulangeries, les restaurants ou les entreprises qui veulent avoir des bureaux un petit peu plus sympas, un peu plus gais, ou même des municipalités, des mairies, quoi, sur des bâtiments publics, ça se fait aussi beaucoup, les commandes publiques. Les sculpteurs aussi peuvent proposer des sculptures pour les espaces publics. Il y a plein de façons en fait de gagner sa vie en tant qu'artiste. Il faut être créatif, il faut sortir de l'atelier, il faut oser se montrer, il faut faire un petit peu de brainstorming et voir ce dont on est capable et trouver du plaisir, quoi. Il faut aussi aller vers des choses qui nous procurent du plaisir, qui nous procurent de la joie, qu'on va avoir du plaisir à montrer, à partager. Il faut faire ce qu'on aime parce que sinon on n'y arrivera pas et on n'obtiendra pas de bons résultats. Mais je pense que en dehors de l'atelier, il y a quand même pas mal de choses à faire qui peuvent atteindre un public. Faire ce qu'on aime, trouver la formule qui nous va bien, mais c'est aussi travailler sur ses croyances pour dépasser cette zone de confort qui fait que parfois on peut rester bloqué dans son atelier. Tout à fait. Je voulais parler aussi du syndrome de l'imposteur qui est assez courant chez les artistes. C'est courant dans pas mal de professions, hein, mais en particulier chez les artistes. C'est cette sensation de ne pas mériter ce qui nous arrive, d'avoir eu de la chance, que ah, jusqu'à présent j'ai eu de la chance. Oui, j'ai vendu des toiles, mais c'est par chance, c'est par hasard. Et un jour, on va me démasquer, tout le monde va se rendre compte que je suis une fraude, un fraudeur, une fraudeuse, et ça va être horrible, etc. Donc, et ça freine énormément. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose aussi qui se travaille, qu'il faut travailler. Moi, j'en parle sur mon blog, artistepro.com, artistepeintrepro.com, pardon. Et ça libère énormément, quoi. Se libérer du syndrome de l'imposteur et prendre sa place, en fait, dans son activité, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose de libérateur et qui permet d'avancer, de faire des progrès. Alors ça, le syndrome de l'imposteur, dans toutes les activités économiques, quand on démarre, on l'a et c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler, dans la durée. Tu l'as certainement eu, je l'ai eu, à peu près, 98 des femmes que je rencontre l'ont et encore plus sur ces sujets des activités économiques. Bah, pourquoi? Parce que nos mères et nos grands-mères, généralement, n'étaient pas entrepreneurs et ne vivaient pas de leur propre activité économique, dans la mesure où ça fait que depuis 65 que, les femmes ont le droit de gagner et de gérer leur argent librement. Donc, c'est normal qu'on l'ait aussi, et encore plus quand voilà, on se met dans cette idée de créer nos propres solutions économiques. C'est complètement OK. Et souvent, bah, justement, je publie des interviews ou des témoignages. La plupart des femmes, on en témoigne très ouvertement du fait que ça nous plombe au démarrage de nos activités économiques et qu'il faut travailler ce sujet et que, bah, il y a un moment où on arrive à le dépasser et on gagne en confiance en soi et en légitimité dans nos activités économiques. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web pour bah, que tu nous partages justement tes meilleurs conseils et que tu puisses en aider d'autres? Alors, j'ai un blog avec des ressources pour les artistes en matière de créativité, justement, de bien-être, de mindset dont on a parlé, de marketing, ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et d'efficacité et d'organisation. Donc ça, ce blog, il s'appelle artistepeintrepro.com avec des tirets. Et puis, en ce qui concerne mon art, en ce qui concerne mon activité artistique, là, c'est tout simplement alexandrachouchix.com, mon prénom et mon nom, alexandrachouchix.com. Donc, j'ai deux sites web. Un site web d'artiste avec mon art, mes expos, mes événements, etc. Et puis, j'ai un blog avec des ressources pour les artistes. Parce que je pense effectivement, comme tu dis, on manque de modèles et que c'est important de voir des modèles et d'échanger avec des gens qui y arrivent et de s'associer, de prendre conseil. Il ne faut pas rester isolé dans son atelier, dans son coin, quoi. Il faut rencontrer d'autres gens et parler, s'associer, faire du réseautage et parler avec des artistes qui y arrivent. En général, ils partagent volontiers leurs succès, leurs astuces et leurs conseils. Donc, il ne faut pas hésiter à s'associer et à rencontrer des gens, quoi. Bah, je te remercie en tout cas parce que je pense que ton témoignage en inspirera beaucoup et notamment sur le fait, d'avoir de nouvelles approches créatives pour pouvoir vivre de sa créativité et de son art. Merci à toi. C'était un plaisir, Ophélie, de partager avec toi et j'espère effectivement que ça va aider, encourager beaucoup d'artistes à se lancer. Et donc je vous invite aussi à nous mettre un pouce, un commentaire. Je transmettrai tous ces éléments justement à Alexandra pour qu'elle puisse, vous apporter, ses réponses si vous aviez des questions et je vous dis à très bientôt.